aura été la providence des enfants qui l'aidaient à grandir et des adultes qui l'aidaient à vieillir. Il aura été le pivot de beaucoup de vies et l'un de leurs plus beaux ornements. Ces livres éclatent dans le dos de leur temps comme des obus oubliés sur les champs de bataille. Et si sa littérature doit à la vie son contenu, sa vie doit à la littérature sa survie. Un écrivain ne saurait être un pro, ou qu'il sévisse, il se dédouane pour butiner le miel dont sa plume fera des pleins et des déliés. Il n'écrit que pour confier les choses qu'il n'oserait confier à personne. Son secret tient toujours de la bouteille à la mer, il y a un destinataire sur l'autre rivage pétri avec l'argile de ses rêves. Alors, à force de trinquer aux idées nouvelles, il s'est parfois écroulé sur le bas-côté de la route. Mais cet après-midi avec lui, on s'évadera enfin vers cet Éden, où l'ivresse, au lieu de donner la gueule de bois, procure aux rimeurs des printemps éternels et accroche à nos divagations des ailes lyriques. Frédéric Becbédé, bonsoir. Bonsoir Simon, est-ce que je peux avoir la même drogue que vous? Ça a l'air d'être de la très Oui, bonne c'était qualité. très fort, oui. Oui. Une mission LSD, le C'est- sens du devoir. Ouais. Alors, votre biographie, parce que vous avez une biographie, faite par Arnaud Le Guern. Oui. Vous êtes autorisé? Oui. Commence comme ça, si c'est autorisé, je commence. Qui est Frédéric Becbédé? C'est un hétérobof, une girouette médiatique, un obsédé, une pute, un mannequin pour Couples ou Galerie Lafayette, une grosse merde humaine, un écrivain? Non, un pitre, comme l'a jadis imprimé François Bunel. Et ça continue. Si seulement il était mort, tout Ouais. serait plus facile avec Oui. tout ce qu'il a sniffé, bu, consommé. Personne n'aurait été étonné qu'il aurait fini coincé dans une penderie, pendu. Alors, Et c'est pas mal. oui, c'est quelque chose non, à mais répondre. de toute manière, je pense que la mort sanctifie et rend les choses définitives. Et c'est sûr que c'est beaucoup plus simple d'écrire la biographie de quelqu'un une fois qu'il n'est plus là. Là, c'est compliqué parce que je peux encore faire plein de bêtises. Oui. Et donc, c'était courageux de la part d'Arnaud Le Guern de publier une biographie. Heureusement, elle s'est arrêtée en 2016. Donc voilà. l'émission s'arrête en 2016. Il y a rien Mais c'est vrai que non, je trouve qu'il est pute, c'est assez juste. C'est Baudelaire qui l'a dit. Baudelaire, il a dit que qu'est-ce que l'art? Prostitution. On fait le trottoir, on essaie d'être aimé, on cherche quelque chose, on ne sait pas très bien quoi. On essaie de vivre de quelque chose qui ne sert à rien. Et donc, il y a un côté, oui, on se vend. Cafeteur, On se délateur, vend. vous êtes en plus. Oui, probablement. En tout cas, espion, témoin. Témoin. Qui raconte ce qu'il voit, qui essaie d'ouvrir les yeux des gens, et puis d'abord et déjà d'ouvrir les siens. Vous venez de faire de l'ethnologie ici? Oui, c'est intéressant. De l'anthropologie? Je pense qu'il y a un panel dans la salle ici, mais il faudrait retourner l'appareil photo pour montrer les gens présents. Il y a un panel représentatif des jeunes femmes hystériques, maniaco-dépressives du 14e arrondissement. Alors, on va partir du début. Vous naissez avec une bouteille de whisky gravée à votre nom chez Castel. Ah oui, c'était... Vous vous souvenez plus. Ça commence bien. C'est-à-dire qu'en fait, Jean Castel avait cette habitude d'offrir une bouteille à ses amis quand ils avaient un enfant. Et donc, j'avais ma bouteille de GB à mon nom, mon frère également. Malheureusement, je ne l'ai jamais bu. Ah oui? Non, Jamais? je ne sais pas. Même pas aujourd'hui? Parce que entre ma naissance et ma majorité, il s'est écoulé 18 années. Et j'ai oublié d'aller boire cette bouteille. Je ne sais pas où elle est aujourd'hui. Vous avez été très sage, vous avez commencé à boire à pile 18 ans. Vous n'avez jamais arrêté. Alors, vous racontez que vous avez découvert le monde en sautant sur des genoux de mannequins suédois qui vous disaient « Ah baby, you are so cute !» Oui. Oui, alors j'ai surtout découvert les femmes comme ça. Ouais. Et j'étais fasciné par ces chemisiers vaporeux en mousseline translucide. Et ça a été un traumatisme qui date de 1972, dans plusieurs soirées qu'organisait mon père chez lui. Je me suis jamais remis, en fait. Je me suis jamais remis. Et ensuite, mon beau-père m'a emmené chez Castel à l'âge de 13 ans. Il y avait les Bogdanov. Et sûrement, oui, il devait être là. pardon. Il devait être là, c'était des amis de mon père. Il y avait pas mal de gens. Il devait y avoir le patron de l'agence Élite, Gérald Marie Il y également. avait Jean-Luc Brunel, Oui, qui vient de se suicider à la prison de la Santé. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup des amis de mon père ont mal fini. Mais c'était une époque, les années 70. C'est d'ailleurs un peu le sujet de mon dernier roman.
comparer le présent avec cette décennie d'il y a 50 ans maintenant, qui est exactement l'inverse. Une décennie de libération et non de restriction, et où évidemment ça avait des avantages et des inconvénients. J'essaye de faire la liste. Je ne sais pas très bien si ça s'équilibre ou pas. Et alors, vous aviez une nurse qui appartenait aux jeunesses hitlériennes. Ah, c'est juste. Anne Grete. J'ai bien révisé. Oui, vous avez bien... J'ai fait mon Oui, enquête. oui. C'est dans un roman français. Oui, mes parents ont appris ça incidemment un jour. Donc j'ai été élevé par une Allemande, une dame allemande en Lodenwert, assez stricte, assez sévère. Et puis j'ai compris plus tard ce que signifiait son engagement des années 30. Et puis ça déplaisait beaucoup à mon grand-père. Oui, Cela qui dit, a été résistant. il n'était pas du tout content qu'on soit éduqué par une Allemande dans les années 60. Cela dit, oui, c'était quand même... Bon, ben voilà, il fallait bien que les Allemands trouvent du boulot, donc ils étaient souvent nounous. D'ailleurs, vous comparez votre frère à Hitler. Il est né le même jour. Oui, c'est ça. Et vous dites qu'il était aussi méchant et aussi, aussi Il est né le terrible même avec jour. vous. Oui, il s'est un peu adouci avec Ah oui, l'âge. ah, et vraiment maintenant, il s'est calmé. Oui, oui. Non, mais c'est vrai que je l'embêtais beaucoup avec sa date de naissance. Vous savez, le 20 avril était férié en Allemagne. C'était la fête nationale. Et il était blond. La naissance d'Hitler était considérée comme un événement très, très important. Et oui, et mon frère était blond aux yeux bleus. Il l'est toujours. Mais oui, il était un peu autoritaire avec son petit cadet. Il jouait au Monopoly, Oui. il joue toujours au Ah Monopoly. oui. Et vous racontez quand il était enfant, c'était lui qui, avec toutes les filles, était complètement extraverti et vous qui étiez très sage. Oui, c'est toujours le cas. Ah oui, c'est pour ça qu'il est avec Christine Boutin. Non, il est marié depuis... on va pas compter. Il est marié depuis très très longtemps et tout va bien. Et quand vous aviez 8 ans, vous vous amusiez à pisser sur des petits bouts de pain. Ah oui, alors ça... Oui, alors ça, c'était pas exactement mon fantasme à moi. Oui. Mais il se trouve qu'à côté d'ici, au Jardin du Luxembourg, il y avait un urinoir public qui était un lieu de rendez-vous de la communauté gay dans les années 70. Et c'était très, très... Enfin, c'était à l'époque quand même très tabou. C'était très compliqué. Les homos devaient beaucoup plus se cacher et se retrouver un peu là. Il y avait des graffitis étranges. Et moi, quand j'étais un petit garçon, je ne comprenais pas pourquoi il y avait toujours des morceaux de baguettes de pain dans les pissotières. Alors, je ne sais pas très bien si c'est vrai ou pas qu'il y avait, paraît-il, des gens qui les recueillaient le soir, mais ça me paraît un peu dégueulasse. Il paraît que Michel Simon faisait ça. Michel Simon. Oui. Voilà une accusation assez grave. On va avoir un procès en diffamation. Le problème de cette émission, c'est que souvent, on insulte les morts. Voilà. On insulte les morts, ils ne peuvent pas se défendre. Voilà, ils n'ont rien demandé, ils ne sont plus là. Non, mais c'est vrai que quand on m'a dit ça, ça m'a vraiment dégoûté. Je me suis demandé oui, finalement, moi, je suis quand même quelqu'un d'assez sage, parce que je n'ai jamais eu ce fantasme. À 10 ans, événement qui va changer votre vie, table basse du salon, Corinne Cléry seins nus. Ah oui. Et le lendemain, vous êtes à Bossuet et vous dessinez des femmes nues suspendues à des poulies et des femmes fouettées à 10 ans. Oui. Vous êtes convoqué. Donc j'ai été convoqué, ma mère aussi a été convoquée par le directeur de l'école Bossuet. Oui, j'étais, je pense, déjà BDSM à l'âge de 10 ans. Pas pratiquant, mais sympathisant. Il faut dire que c'était la une de l'Express. Ouais. C'est pour vous resituer un peu quand même les différences entre 2022 et 1900. C'est Just Jackin. Voilà, 74 quoi. Et des unes de magazines avec des femmes non seulement seins nus, mais couvertes de zébrures. C'est quand même un peu. Surtout et puis attachées. La zébrure est... attachées. Donc tu vois ça sur la table basse de ta maison, tu te dis ah ouais, c'est les 70s. Et le père Di Falco vous a convoqué? C'était pas encore le père Di Falco. Je ne sais pas d'ailleurs, je me souviens plus. Mais oui, il a été directeur de l'école après. Non, mais bon, voilà, oui, c'est vrai que je pense que les prêtres se sont inquiétés pour ma santé mentale. Ils vous ont remis sur le droit chemin. Mais après, j'aurais dû leur expliquer qu'il n'y a aucune différence entre Histoire d'eau et l'Évangile. Bien sûr. C'est quand même quelqu'un qu'on torture. Et voilà, et quand on apprend à des enfants très petits, très jeunes, que Dieu est un homme crucifié, fouetté,
couvert de sang et de crachats, et que c'est Dieu, ou en tout cas c'est son fils, et c'est aussi Dieu. C'est assez violent. Et c'est normal que ça traumatise. C'est pas moi qui ai raconté ça le premier. François Weiergans en parle très très bien dans tous ses livres. Le traumatisme du catéchisme. Tout à fait. D'ailleurs, Boutan disait « Nous sommes catholiques car nous sommes pécheurs ». Oui, mais là, c'est vrai que c'est spécial d'expliquer à des enfants que le plus grand homme est cet homme qui est constamment battu, torturé, enfin, cloué sur un morceau de bois. Quand on est très très jeune, ça impressionne. Même ne serait-ce que d'entrer dans une église et de voir à quel point c'est sanguinolent partout. C'est très spécial, quoi. Alors, 79, vous êtes invité par les Bogdanov, vous êtes une sorte de sosie de Dave, et vous dites cette phrase merveilleuse, « La science-fiction est la recherche prospective du possible ». Oui, j'ai toujours pas compris très bien. Bah... Oui, c'est vrai. À 10 ans, vous étiez au top. Alors, après, donc, oui. J'étais déjà critique littéraire, voilà. Un peu un télo de gauche. Mais je voudrais dire tout de même qu'en tant que sosie de Dave, vous avez pris la relève. Voilà, je prie. Mais mêlé à Marc-Édouard Nab, vous avez dit. Je sais tout. Et le lendemain, le père Di Falco vous offre un 47 tours qui est « Dis, Papa Noël, est-ce que tu existes ?» Vous avez des bons mots aussi ? C'est vrai. Non, il était très respectueux. Mais oui, en fait, j'ai découvert les effets pervers et agréables de la notoriété. À un très jeune âge, ce passage sur TF1 m'a rendu populaire dans mon école. J'y ai pris goût et après, je n'ai eu de cesse de vouloir faire toutes les conneries possibles pour me retrouver de nouveau devant des caméras, y compris maintenant. Ça, c'était peut-être la plus grosse connerie. C'est la mortelle. Sans doute, voilà, la létale. Oui. Stop! Attends! Abonne-toi, laisse un pouce bleu, clique sur la cloche et laisse un commentaire. Alors, premier baiser, 13 ans, Vera. Elle sentait la transpiration, elle portait un appareil dentaire et c'était le résultat d'un pari. Mais je ne le savais pas. Ah oui. Je ne le savais pas. D'ailleurs, moi aussi, j'avais un appareil dentaire. On a failli finir accrochés l'un à l'autre par nos dents. Et j'ai trouvé ce baiser très agréable. Je ne sais pas pour elle. En tout cas, j'ai appris quelques secondes plus tard qu'en fait, c'était des copains qui avaient dit « Allez, t'es pas capable d'aller l'embrasser, ce pauvre garçon qui fait tapisserie. » Et oui, j'étais pas très sexy. J'avais les oreilles décollées. J'étais très maigre. Bon, c'est assez triste. Cette histoire est assez triste. Ouais. On avait failli sortir un tube de Mentos. Ah, merci. Ça m'aurait remonté le moral. C'était un happening, voilà. Oui. Parce que ça vous fait pleurer, les Mentos. Oui, mais ça me fait penser à mon père qui offrait tout le temps à mon frère et moi des bonbons à la menthe en croyant qu'on aimait ça. Parce qu'il ne nous connaissait pas bien. Alors que votre frère, c'était Merlin l'emmancheur. Alors lui, il avait toutes les femmes, il dépucelait des femmes sur le toit de la maison. Il était complètement... Alors, je précise que tout ça est quand même un petit peu romancé. Voilà. On va avoir un procès parce que lui, il est vivant. Oui. J'ai essayé d'écrire des fictions autobiographiques toute ma vie, mais me retrouver comme ça face à vous en train d'être obligé de confirmer chaque information, c'est un peu délicat. Mais oui, c'est vrai que Charles avait beaucoup de succès. Oui. Il a toujours beaucoup de succès d'ailleurs. Enfin, je veux dire qu'il y a beaucoup d'admiratrices lointaines. Très lointaines. Il a refusé de venir à l'émission, il a bien fait. Ah oui. Non. Et alors, Jean-Luc Lagardère dans Des Vestiaires, c'était aussi romancé ? Non, pas du tout. Ah. Oui, au polo de Bagatelle. Oui, c'est toujours le cas probablement, je pense, quand on se déshabille et qu'on prend sa douche, on voit l'appareil génital de pas mal de célébrités. Là, on est sur une info essentielle. Jean-Luc Lagardère, très bien pourvu par la nature. Ah oui. Ouais. 14 ans, votre premier manuscrit qui raconte du sexe entre adultes et enfants. Oui. Ouais. Enfin, lycéenne. Oui. Ouais, et le prof quand même. Oui, qui les ramenait à l'hôtel. Oui, c'est vrai, au lycée Montaigne. Oui. Oui, c'était un manuscrit collectif qu'on écrivait avec des amis. Donc, on avait tous dans la classe écrit un texte. Et les textes des filles étaient beaucoup plus porno que ceux des garçons. À 13-14 ans, les garçons ne sont pas très, déniaisés. On était un peu
en retard sur les filles. Et les filles racontaient des choses hallucinantes, oui, des histoires C'est vraiment pas très seulement sexuelles. vous qui aviez inventé le sexe. Non, c'était la classe c'était entière un qui était ouvrage, pervertie, ouais. un ouvrage collectif, un peu comme récemment 3 jours et 3 nuits chez les chanoines Ah, vous avez participé à ça? de l'abbaye de la Grâce. Là aussi, c'est très sexuel. Mais un peu moins sexuel. Celui du lycée Montaigne, c'était un livre assez chaud. Et d'ailleurs, il a été refusé par Jean-Pierre Ramsay parce que un peu trop choquant pour l'époque, peut-être. Et pourtant, Vous aviez quel âge? je devais avoir 13 ans. Ah ouais. Ouais, 13-14 ans. Bah, c'est le même moment que les Bogdanov. Ah oui. J'étais arriviste à 13 ans. Très arriviste. À 12 ans, 12-13 ans. Oui, oui. oui. Et alors, vous avez tout fait pour mourir jeune, et la première chose que vous avez fait pour mourir jeune, c'était le Cacas Club. Oui. Pour pas devenir comme vos parents, pour empêcher de vieillir, pour finir comme Boris Vian ou Fitzgerald. Oui. Quel échec. Ouais, il y en a qui sont morts jeunes, non, quand même. Heureusement. Il y en a, il y a eu, oui, malheureusement, on a déploré quelques accidents de voiture. Oui, mais c'était surtout des occasions de faire des bringues déguisées dans pas mal d'endroits de Paris. Quand je vous regarde tous, vous me rappelez un peu le Cacas Club. Oui, je pense. On va faire le test d'entrée. Enfin, on avait en tout cas ce goût un peu pour une sorte d'arrogance, dandy, ou comment on peut dire, de décadence tête à claque, qui peut Je le peut-être prends bien. non, mais ne serait-ce que Merci. oui, on avait, voilà, c'était ça. Et donc on était très énervants Mhm. et on s'est fait beaucoup d'ennemis, mais aussi beaucoup d'amis. Et le nom était trouvé dans une pizzeria où le serveur vous prend un parti et vous avez lancé non, un peu de respect, on est le Cacas Club. Oui. Oui, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de clubs avec des apostrophes S. Régines, Annabelles. À Genève, il y avait le Griffins, le Maxim's Business Club. Donc, c'était pour prendre un nom le plus débile possible, mais qui soit avec ce snobisme de l'apostrophe S à l'anglaise, quoi. Voilà. Alors on va vous faire passer le test d'entrée. Ah. Vous pouvez exercer votre droit au silence ou répondre à mes déclarations. Prouve-nous ta connerie en 5 phrases. Oui, c'est vrai qu'il est compliqué ce test Ah, d'entrée. Et Copé y a répondu. Ah, bien sûr, mais il y avait 300 personnes qui ont passé le test. Non, mais j'ai déjà répondu. Les 5 phrases les plus connes sont déjà dans l'interview qui précède. Donc, Voilà. pas besoin. Alors après, il y avait écrit 5 phrases. T'es beau ou t'es con? Ouais. Es-tu puceau? La meilleure question qui était Zob, pipi, prout, enculé, pédé, crotte, popo, zizi, zlette. Oui. Et pourtant, ça date de mes 20 ans. Hein. Oui. C'est pas écrit à 13 ans, ça. C'est bizarre. Es-tu prêt à piquer le Millennium Falcon de Han Solo pour lâcher des laser P dans les restaurants de la capitale? Oui. Je suis pas l'auteur de toutes les questions. Ah hein. oui. Je préfère. Si une chose se trouvant rue Princesse, ah ça c'est très bien. Oui. J'ai une fille dans mon orbite, je vais lui montrer trouve le mot qui manque. Mhm. Quelle est la marque de tes pompes? Décris tes fantasmes. Où habite Gabrielle Lazur? C'est qui elle? Ah, vous savez pas qui est Gabriel Lazur? C'est là où on voit qu'il y a vraiment C'est un. dans la salle, tout le monde sait qui Il c'est. y a un hein. problème. Il y a eu une courroie de transmission Voilà, qui s'est il y a un perdue. truc qui avait Gabrielle été merdé. Lazur est une comédienne française absolument sublime, magnifique, De Romer, qui non vit toujours. Elle a peut-être, je ne sais pas si elle a joué chez Romer, mais c'est une actrice culte des années 80. Ouais. Je dirais aujourd'hui l'équivalent de qui peut-être aujourd'hui? Non, il n'y a pas d'équivalent. Et il y a 2 sortes de gens avec lesquels vous êtes impitoyables, les veaux et les besogneux. Oui, Ça c'est dans le manifeste. c'est vrai. Peut-être les besogneux sont pires. Ah ouais, c'est notre Parce public. que je préfère quelqu'un qui a un regard de veau vitreux, qui est vide, qui ne fait de mal à personne, que quelqu'un qui en plus travaille sans l'effort, quoi. Ouais, c'est Mais non, mais bon, enfin, merci de rappeler ce passé potache qui, évidemment, oui, qui est la raison de ma présence ici. bon chic, bon gendre. Oui. C'était un long truc. Et alors on va parler un peu des soirées que vous faisiez. Il y avait des dîners sous les ponts avec l'argenterie de la famille, se saouler en smoking sur les toits de l'opéra, le dîner radioactif 9 mois après Tchernobyl. Sortez vos parents chez Cassel, c'est quoi ça? Ben, les invités devaient amener leurs parents, pour de vrai, vraiment. Donc les gens sont venus avec leurs parents, et d'ailleurs les parents étaient beaucoup plus rigolos que Oui, les c'est enfants. souvent. Oui, oui. Encore aujourd'hui. Les parents étaient très trash. Ils se draguaient entre eux et tout ça. Et c'était épouvantable. Il y a eu beaucoup d'histoires. Oui, oui, il y a eu Moi à 7 ans, je préférais toujours les parents des enfants plutôt que les enfants. Ça me faisait chier. Pyjama et chemise de nuit. Ça, c'était bien. Les gens devaient apporter leur brosse à dents, leur dentifrice, et on a dormi
chez Castel. Ah oui. On a dormi et on s'est réveillé le lendemain à midi avec un petit déjeuner. Et alors prêtre et prostituée, c'était quoi? Je pense que tout est dit. Ah oui, tout est dit. Tout Oui. est dit dans le thème. Championnat du monde de Bostella au Bataclan. Oui, alors ça c'est fou. C'était la Bostella, c'est cette danse Ouais. où on est debout et joyeux et tout d'un coup la musique ralentit et on s'allonge par terre. Et donc il y avait 400 personnes allongées sur le sol au Bataclan en 1986. Et quand j'y repense, évidemment, après ce qui est arrivé, c'est très étrange comme Et image. le bal des dégoûtantes. Oui, bah, c'est que des garçons habillés en femmes, mais avec des robes de haute couture, prêtées par des grandes maisons, Chanel, Dior. Et avec Et, Pierre Bénichou. Pierre Il y a un Bénichou fan de habillé. Oui, beaucoup de... de son fils dans la salle. Beaucoup de beaucoup d'amis de Jean Castel avaient joué le jeu aussi. Il n'y avait pas que les jeunes, il y avait aussi les vieux. Et les vieux avec des robes du soir, c'était très ouvert d'esprit. Et comme, vous dites ce qui comme était soirée. bien aux soirées, c'est que les déguisements remplaçaient la drogue. C'est pour ça que vous avez Oui. arrêté les déguisements. Non, mais ce qui me fait un peu de peine, c'est que j'ai écrit quelques livres et je suis interrogé depuis le début de notre entretien sur les thèmes de mes soirées costumées Voilà. des années Vous 80. commencez par les fonds, on le touche. Non, mais c'est un échec complet. Ça prouve quand même que la carrière littéraire, c'est quelque chose de cruel. Oui. Mais on arrive à vos livres bientôt. Oh mon Dieu. Là, on n'est pas encore Restons à mémoire sur d'un les- jeune homme dérangé. Restons sur les balles costumées, peut-être ce serait Vous mieux. voulez qu'on parle du VSC? Ah, bien sûr, oui. oui. C'était quoi le code C'était- sexuel du VSC? Alors, le VSC, c'est le Versailles Squatters Club, qui était un club concurrent du CACAS. Ah oui, les concurrents. Qui était, donc, on se détestait au début, puis on est devenus les meilleurs amis ensuite. Et eux, ils allaient dans les soirées sans être invités. Ils avaient beaucoup de techniques pour faire ça. Ils étaient très forts, en passant par les toits, en passant par les douves des châteaux, beaucoup de subterfuges. Et en plus, ils avaient un code pour résumer ce qui s'était passé dans la dernière soirée, quoi. Donc, Alors, moi, je l'ai. Oui, vous Un l'avez. mois, un point. Premier stade, rouler une pelle. Alors, j'ai pas fait tous les stades. 3, faire l'amour. Fellation. 4e stade, mieux que faire l'amour, ce qui est étonnant. Oui, parce qu'on est en France. Ouais. En France, la fellation est considérée comme plus compliquée à obtenir qu'un rapport sexuel, alors qu'aux États-Unis, c'est l'inverse. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, je crois que le VSC s'inspirait du code américain. First base, c'est embrasser. Second base, c'est plotter. Third base, c'est Peut-être la sadomaso zozo-nécrophilie. Torturer et faire l'amour à un canard mort. Oui, alors ça c'est 14. Non, ça c'est 11 et 12, c'est baiser simultanément des jumelles. Oh, mais ça c'est le record, oui. Oui, ça, c'est vrai. Là c'est le top, là. Oui. Bon, Je maintenant. connais personne qui l'ait fait. Ah oui. Alors que le 11. Bon, maintenant on va parler de littérature. Alors, On était déjà dans la littérature. on était dans la littérature. Dans la littérature au sens ver coquin et le plancton de Vian, ou au sens potache, quoi. Pierre de Régnier, beaucoup d'écrivains, Antoine Blondin dans Monsieur Jadis, tout ça, ce sont des livres sur la fête. Et moi, je trouve que c'est un très bon sujet de littérature, la grosse stuff. Et alors, Mémoire d'un jeune homme dérangé, premier livre, vous aviez des petits feuillets, et Denis Tignac vous appelle et dit « Est-ce que tu vas recopier tes feuillets ?» Oui. Et vous dites d'ailleurs une phrase, vous dites un écrivain c'est quelqu'un qui s'ennuie beaucoup et à force de s'emmerder, parfois il y a une phrase qui lui vient et si rien ne vient, c'est pas un écrivain. En tout cas, l'ennui est fécond, je crois. Je crois qu'il faut organiser l'ennui pour pouvoir travailler. C'est tout mon problème, c'est que j'ai eu un peu une vie un peu trop distrayante, dissipée, parce que peut-être je ne voulais pas écrire. Et maintenant, j'essaie de préserver des moments de solitude, de silence, où je me fais chier et où là, je finis par être obligé de sortir un paragraphe, quoi. Je connais beaucoup d'écrivains qui, une fois qu'ils ont eu du succès, ont cessé de bosser. Parce que tu es Vous avez fait l'inverse. invité partout. Non, mais c'est vrai, c'est dangereux. Tu commences à être invité partout et tu pérores sur ton travail, comme je le fais là, au lieu d'aller dans un endroit bien, bien pénible, qui est la page blanche. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où vous êtes devenu un peu ça, où vous êtes devenu Oscar Parango, vous dites, à un moment de votre vie? Octave, pardon. Oui. Sûrement. Je voulais ressembler à la personne dont je croyais que les gens l'aimaient. Et c'est un problème qu'ont beaucoup de personnalités qui ne savent pas qui ils sont.
si on ne sait pas très bien qui on est, du coup, on se dit ils ont envie que je sois un octambule défoncé avec des putes russes, donc je vais leur fournir ce qu'ils attendent. Ouais. Et donc on finit par... C'est le syndrome de Zelig. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre, ce film de Woody Allen, sur l'homme caméléon. Et il est en présence de fascistes, il devient facho. En présence de juifs, il devient juif, etc. Et c'est l'homme qui veut être aimé, absolu, où qu'il soit. Avec des jazzmen, il se met à jouer de la trompette. Et je trouve que c'est assez beau. Vous et allez c'est devenir peut-être quoi ce soir, là, aujourd'hui? je suis en train, je suis en train de devenir. Voilà, je suis comme vous. J'ai une pochette rouge qui est en train de pousser ici. Je pense que ça va se terminer comme ça. C'est moi qui vais vous interviewer bientôt. D'ailleurs, je sais que vous étiez ami avec Denis Tillinac. Oui, très ami, bien sûr. Oui. Comment est-ce que vous connaissiez d'où? Je l'ai connu par mes émissions. Ah oui. Ça. Non, mais j'aimais énormément Denis Tillinac. Oui. Mais celui dont j'étais encore plus ami, c'est le premier qui a parlé de Mémoire d'un jeune homme dérangé. Oui. Roland Jacquard dans Le Monde. Oui, c'est vrai. Avec qui j'avais dîné. Et le lendemain, on me dit, il s'est suicidé. Oui, mais il n'y a pas de lien de cause à effet. On ne sait pas. Ce n'est pas dit. Mais oui, Roland, effectivement, a été le premier à écrire. Et quand on publie son premier roman et qu'on a un grand article dans Le Monde des livres, c'est une forme d'adoubement. Je ne le connaissais pas. Je pense que ça l'avait fait sourire. C'était un premier roman très, justement, un peu insolent, avec des aphorismes et beaucoup de fiesta. Et je pense que ça a dû être compliqué pour lui d'arriver à passer un article sur un roman aussi écervelé dans un journal aussi important et prestigieux. Donc c'était courageux de sa part et bon, on est devenus très amis après ça. Et il avait écrit le roman le plus snob de la rentrée, n'hésitez pas, ce sont les mémoires d'un jeune homme dérangé, prestement enlevé par un godeluro éthylique, nihiliste et sarcastique. C'est pas mal. Ouais, non, c'est bien. Non, mais Roland écrivait très très bien. Et c'est une très grande perte. C'est sa décision, mais je dois dire que j'ai fait son oraison funèbre, ça c'est peut-être la plus grande perte de sa vie. Non, mais je trouve que c'est... pauvre. Je trouve que c'est assez triste pour nous, ses amis, et en même temps assez admirable, ce geste, parce que c'est quelqu'un qui a écrit beaucoup de livres sur le nihilisme, qui professait un désespoir constant et qui a été très cohérent. Sans doute plus cohérent que pas mal d'autres nihilistes qui vivent toujours. Qu'un autre écrivain qui parlait beaucoup du suicide et dont on attend toujours le suicide. Non, mais même si vous prenez Cioran, par exemple, Cioran fait l'éloge du suicide en permanence, il ne s'est jamais... mort d'Alzheimer, voilà, c'est terrible. C'est comme Junger qui meurt, qui fait l'éloge de mourir jeune au combat et qui meurt à 101 ans, complètement gâteux. J'avoue, je ne sais pas si de la part de Roland Jacquard, c'était du dandysme, de l'élégance, vraiment de la tristesse, mais en tout cas, c'est assez... voilà, ça lui va bien. Vous avez rejoint un peu l'idiot international de Jean Edernalier. Vous avez fait partie au début. Oui, bien sûr. Oui. Et alors, il y avait qui? Il y avait Limonov qui allait créer son parti nazi-bolchevique. Oui, il y avait Marc-Édouard Naps, Patrick Besson, et tout un tas d'écrivains. Ah, oui. Mais c'est vrai que si l'idiot existait encore, probablement vous seriez certainement invité aux réunions. Ils ont tous mal tourné, l'idiot international. Pas tous, Marc-Édouard Naps a publié un livre de photos de sa bite. Limonov est devenu guerriero. Oui, mais c'était quand même des écrivains qui avaient du talent. Et Jean Edern aimait s'organiser autour de lui une sorte de pas de cours, mais d'assemblage de personnalités hétéroclites. C'était assez vivant et je me souviens de réunions complètement folkloriques dans son appartement Place des Vosges. Je vous assure, c'était pas si différent de ce que vous pouvez faire ici. Il y avait d'ailleurs des œuvres d'art aussi immondes. Non, aussi variées. Aussi variées. Oui. D'ailleurs, il peignait, mais il avait commencé à peindre le jour où il est devenu aveugle. Ce qui aidait. Oui, puis on était assez proches. À un moment, il avait une émission littéraire sur Paris Première. Dance Club. Et j'ai d'ailleurs succédé pendant une saison. J'ai repris l'émission littéraire de Paris Première, Délivrez-moi. Et puis, c'est moi qui lui avais conseillé de jeter les livres quand il les aimait pas. Ah oui, c'était vous. Oui. J'avais dit, parce que j'avais vu Serge Gainsbourg faire ça une fois. Et j'ai dit, ce serait marrant, quand tu n'aimes pas un livre, tu le jettes derrière toi. Ça a fait un énorme scandale et ça a lancé le Jean Edern Club. Et je trouve qu'on doit vraiment être sans pitié avec un livre qui nous prend du temps et qui ne nous plaît pas. On n'a pas à le respecter. Alors,
Il y avait Solers aussi à l'Idiot. Oui, bien sûr. Oui, non, mais c'était. Ouais. Franchement. Il y avait même Collard. Ah oui, l'avocat, oui. Tout le monde a mal fini. Non, pas tout le monde. Pas tout le monde. Regardez-moi. Mais voilà. Il y avait Non, Solers, Solers, il y a ça va. Patrick Non, mais il y a pas. Besson. Non, non, mais c'était. Après, les gens ont des trajectoires et des itinéraires dont ils sont responsables. Enfin, je veux dire que tout est assumé par chacun. Ils font leur choix. Mais ce qui compte, c'est d'écrire correctement. Alors, votre deuxième roman, refusé par Tignac. Ah oui, ça, c'était triste. Les deuxièmes romans s'écrivent dans un état second. Et vous aviez voulu faire un résumé de notre époque en 12 heures, le Gatsby de notre millénaire, et ça avait réussi? Écoutez, peut-être que c'était un peu claustrophobe. Oui. Ça s'appelait Vacances dans le coma. Et c'est un livre, effectivement, on est enfermé dans une boîte de nuit en forme de chiotte pendant 12 heures. Alors, le style évolue. Au début, c'est assez classique. Puis, plus il est tard, plus l'écriture est étrange. Donc, c'était un peu trop expérimental pour la table ronde, je crois. Oui, Denis Tignac Il a a trouvé pas- qu'il y avait oui. un peu trop de cocaïne. Non, Il préférait, je pense, préférait le vin rouge. il préférait le côté hussard plutôt que le côté branché, comme on disait à l'époque. Et du coup, ça a été repéré par Grasset. Oui, C'est ouais. Jean-Paul Enthoven, non? Oui, Jean-Paul et puis Bernard-Henri Lévy. Et j'ai rejoint cette maison où je suis toujours. C'était en 1994, donc ça fait... Je ne suis pas assez bon en maths. 28 ans. 28 Je suis chez le même éditeur depuis 28 ans. Voilà. Au moins, vous êtes fidèle. Je suis fidèle. Vous êtes Je fidèle. suis fidèle. Alors, 1999, ça c'est extraordinaire. Nouvelle sous ecstasy. Et vous écrivez: l'auteur déconseille d'en prendre et il abîme le cerveau, comme le prouve ce recueil de textes écrits sous son influence. Et ça, c'était très bon. Et puis, avons-nous besoin d'une pilule pour raconter notre vie à des inconnus, alors qu'il y a la littérature pour ça? Exactement. Est-ce que Ouais. c'est vraiment écrit sous ecstasy, ou est-ce que... Parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui Oui. disent qu'ils écrivent sous des trucs et après, en fait, c'est faux. Après, c'est faux. Non, moi, dans le livre, il y a plusieurs nouvelles qui ont été écrites sous influence, notamment la première qui n'est faite que de questions. C'est une suite de questions. Et c'est vrai que c'est un produit, une sorte d'amphétamine qui fait qu'on est un peu dans ces états de questionnement. On a envie de se confesser aussi. Donc, il y a plusieurs nouvelles qui sont comme ça, très... prosterné devant des femmes. Et non, mais j'aime bien. C'est un de mes livres qui se vend le plus régulièrement, parce que je crois que tous les drogués l'achètent. Oui. Oui. Chaque génération de nouveaux drogués achète Nouvelles sous ecstasy, et ça me fait ce qu'on appelle une niche en termes de marketing. Vous avez une niche, oui, oui, tout à fait. Il y en a peu des livres comme ça, oui. Maintenant, est-ce que c'est pas devenu ringard? Est-ce que maintenant, ce serait la nouvelle sous kétamine ou Alors, nouvelle j'y pense. Oui, voilà, J'y il faudrait travaille. réactualiser. Ouais. J'y travaille. Vous faites le tome 2 bientôt. Bonne idée. Petit déjeuner chez la Pérouse, Bonne c'est le idée. tome 2? Alors, oui, j'hésite sur le titre, là, Ah. je réfléchis. Mais effectivement, j'ai constaté que ces Nouvelles sous ecstasy, ça marche. Et pourtant, il est très court, hein, franchement. Il est même un peu cher pour le nombre de pages qu'il y a. Mais la concision, moins de 150 pages, est un bon facteur, vous dites. Moi, je crois. Ouais. Vous- Je crois qu'un gros livre est un grand malheur. Ouais. Bon, il y a des exceptions. Pensez à Yann Moix. Il y a des exceptions. Alors, on va parler de la pub. Vous dites: l'avantage avec la publicité, c'est que c'est un métier qui vous donne le goût des mots et après quelques années, les moyens d'arrêter. Oui, en fait, j'ai beaucoup critiqué ce métier. Comme vous le savez, j'ai, je pense, rencontré mon plus grand succès en vitupérant cette profession. On va en parler. Mais aujourd'hui, avec le recul, je reconnais que ça m'a pas mal, non pas influencé, mais ça m'a appris une certaine discipline et un goût pour la formule. Et puis un art, comment dire, de travailler sous la contrainte, quoi. Et finalement, quand j'ai fait ensuite du cinéma, par exemple, où on doit quand même aller convaincre des financiers, faire des réunions sinistres avec des cons, en leur expliquant pourquoi on doit faire ce film. Finalement, tout ça, le mélange d'art et de commerce, je l'ai appris dans la pub. Et d'ailleurs, vous avez inventé des slogans. Regardez-moi dans les yeux. J'ai dit dans les yeux. Eurostar, ça serait bon. Pourquoi aller de Roissy à Éstraux quand on peut aller de Paris à Londres? Simple. Très bon. Et Welbeck, à l'époque, vous dit: au lieu de nous bassiner avec tes amours mortes et tes boîtes de nuit, parle-nous de ta boîte de jour. Oui, parce que lui venait de le faire dans Extension du domaine de la lutte. Il
il avait écrit un des premiers romans sur l'entreprise. Il y en avait d'autres avant, mais enfin, un roman très réussi et très drôle qui était Extension. Et puis, on a fait connaissance dans les réunions de l'Atelier du roman, qui est une revue Ah qui oui, existe merveilleuse toujours. revue, ouais. Voilà. Et puis il me disait, mais moi, ça le fascinait que je travaille dans la pub, que je sois rédacteur dans la pub. Ça l'intéressait beaucoup. Et il m'a donné cette idée. Du coup, je me suis dit, je vois pas qui ça peut intéresser, mais je vais commencer à prendre des notes au bureau. Et au lieu de bosser pour les clients de l'agence, je bossais sur mon livre toute la journée dans les horaires de bureau. Et puis ça a donné 99 francs. Qui Voilà. commence par « J'écris ce livre pour me faire virer. Si je démissionnais, je ne toucherais pas les indemnités. Ma liberté s'appelle assurance chômage. Je préfère être licencié par mon entreprise que par la vie, car j'ai peur. » Mais vous avez même pas touché les indemnités en fait à la fin. Non. Parce que faute grave. J'étais licencié pour faute Voilà, grave. c'est ça. À la parution du livre, j'ai dû quitter les locaux professionnels en 10 minutes. À 10 Prendre minutes. mes affaires et partir. Ah oui, c'est Ah vraiment oui. la faute grave. C'est Ah ouais. comme si j'étais vraiment un traître. Oui, il fallait que je m'en aille très vite. Terroriste Je littéraire. crois qu'ils avaient peur des réactions de certains clients dont je parle dans le bouquin. Ah oui, d'ailleurs, il y avait des critiques de l'époque qui disaient « Faire de la critique sociale quand on habite un 5 pièces rue Mazarin, quand on a une femme superbe et qu'on gagne ce qu'il gagne, c'est un peu fort. Il ne suffit pas de s'habiller comme Céline pour être Céline. Comment a-t-on pu laisser publier un tel ramassis de clichés? C'est la rédemption d'un dandy qui a besoin d'expier son passé pour se faire accepter des milieux intellectuels parisiens. » Ce à quoi vous avez répondu « Oui, ma femme est belle. » Ouais, il n'y a rien de faux dans ce qui est reproché là, mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Non, moi je crois que on peut critiquer beaucoup, il y a beaucoup de choses à critiquer chez les romanciers, mais critiquer leur lieu de naissance, leur milieu social, ou même le fait qu'ils parlent de ce qu'ils connaissent, c'est une absurdité. Je ne vois pas de quoi d'autre j'aurais pu parler. Mais effectivement, Houellebecq avait eu une bonne idée. Et même votre PDG vous dit « Pour quelqu'un qui dit ne pas aimer le marketing, il a construit autour de ce livre le plus gros plan de lancement jamais vu depuis 20 ans. » Mais c'était assez difficile à organiser. En réalité, on ne sait pas pourquoi un truc marche, franchement. J'avais publié 4 livres auparavant qui n'avaient absolument pas marché. Et tout d'un coup, peut-être parce que le titre du livre était son prix de vente, alors c'était un peu rigolo. Je ne sais toujours pas, en fait. Et c'est à partir du moment où votre livre a marché que vous êtes devenu le personnage de votre livre. Oui, enfin, il y a eu un petit délai. Est-ce que c'est pas à ce moment-là que vous êtes un peu devenu... Oh, je pense que je me suis perdu un peu quelques années parce que je sais pas si j'ai eu le melon, comme on dit, ou si simplement, comme je voulais plaire, je voulais que tout le monde soit content. Je sais pas. Mais ce qui est curieux, c'est que j'aurais pu, continuer dans cette veine-là éternellement. Et le livre d'après n'a rien à voir. C'est un livre sur le 11 septembre qui est tragique et qui n'est pas drôle du tout. Et donc, en fait, j'avais aussi quand même, c'est sans doute inconscient, mais une envie de ne pas refaire éternellement la même chose. Alors, on va parler notamment de ce que vous avez fait pendant cette période. La communication de Robert Hue. Ça a été un grand moment. Oui. Il a rejoint les 7 nains. Oui. Et c'était quoi le slogan que vous aviez inventé pour Robert Hue? Aidons la gauche à rester de gauche. Oui, d'accord. Voilà. Mais 3,37%. Oui, voilà. Tu as dit, c'est pas mal comme score par rapport à Anne Hidalgo. Ouais. Non, mais Robert Hue, ce qui est marrant, c'est que le Parti communiste, à l'époque, était encore place du Colonel Fabien. Donc c'était cet immeuble d'Oscar Niemeyer sublime. Et je suis allé à plusieurs réunions du Politburo, où j'arrivais en costume Prada à l'époque, très très chic, suivi par des caméras de télévision. Enfin, et franchement, d'assister à ces réunions... c'était surréaliste. Je regrette absolument pas d'avoir vécu ça. C'était très rigolo. Ça me rappelle Pasolini qui disait « En mai 68, j'étais du côté des CRS car c'était les prolos contre les fils de bourgeois. » Alors, vous faites aussi à l'époque une interview nue de Guillaume Dustan sur Paris Première avec Yann Moix nu. Oui, toute la salle nue. Toute la salle nue. C'est comme si là, on était tous à poil. Et voilà, ça va bientôt avoir lieu. Oui, c'est prévu, d'accord. Oui, ce qu'il y avait d'amusant, c'est qu'il y avait Guillaume Dustan et Noël Gaudin.
qui donc était nu avec des testicules mauves. Guillaume Dussan et des testicules mauves. Non, c'est plutôt Noël. Non, c'était assez marrant. Que dire. Là, il y avait une actrice de X qui est arrivée en tenue de ski. C'était la seule habillée. Vous avez cassé la barbaque. Mais c'est assez drôle parce que je pensais pas qu'on en parlerait autant et on en reparle encore, vous voyez. C'est fou. Et alors après, mais Dussan était très drôle. Il était allé sur un plateau d'Ardisson habillé en paillettes avec une baguette face à Christine Boutin. Il disait on est pareil, on couche sans capote. Oui, c'est vrai. Oui, il y avait un point commun. Alors, autre excellente idée, l'hyper chaud. Ça a été un grand moment. Ça a duré quelques semaines. Oui. Un type avait écrit un type qui réussit un tel ratage a forcément un talent caché quelque part. Oui, bien, je pense que moi, j'avais pas vraiment d'ambition. En fait, j'ai jamais eu vraiment d'ambition nulle part. Mais par un accident amusant, on m'a proposé d'animer l'Access Prime Time, comme on dit, de Canal+, à une époque où c'était très regardé. Et donc, évidemment, il y a eu beaucoup de gens désarçonnés par le foutoir de ce qu'on a proposé avec Jonathan Lambert, qui était quand même une émission très surréaliste. Mais j'ai des souvenirs, il y a des souvenirs magnifiques avec David Bowie, avec les Libertines, Pete Doherty en live. Et pas un truc où l'invité devait lire tout ce qu'il y avait de mal sur lui qui défilait. Un prompteur, oui. Et les prompteurs étaient très bien écrits par Loïc Prigent, qui est devenu très célèbre aujourd'hui pour des documentaires. Aucun rapport avec le floc Prigent. Non. Alors, vous en parlez dans votre livre, donc on peut en parler. À l'époque, vous quittez Voici parce que vous êtes en couve de Voici. Oui, c'est vrai. Avec Laura Smet. À partir du moment où on travaille là et qu'on se retrouve en couverture, c'est le signe qu'il faut s'en aller, je pense. Et vous avez une phrase géniale sur Laura Smet. Vous dites Laura Smet, c'était sa mère le jour et son père la nuit. Oui, oui, ça l'a résumé bien, oui. Très, très. C'est comme un peu. Nous étions tous un peu comme ça, un peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde à l'époque. Et d'ailleurs, elle avait déclaré, je ne sais pas si c'est vrai ces déclarations, j'ai trouvé ça. Il est tellement jeune dans la tête qu'un mec comme Frédéric s'intéresse à moi, je suis flatté. Je ne suis pas en manque de père, mais en manque de culture. Oh, c'est mignon, mais c'est faux parce qu'elle est très. Laura est très curieuse de culture. Non, c'est faux. C'était de l'humilité. Et vous vous lancez dans des cap ou capac dingue. Non, il n'y arrive pas. Cap. Non, c'est il n'y dur à arrive dire. pas. C'est dur. Oui, non, cette année, c'est cap ou capa. Cap ou pas cap. Cap ou pas cap. On voit que cette personne n'a jamais été au collège. N'a jamais été au collège. Non, cette personne n'a pas jamais vécu. Voilà. Parce que c'est quelque chose, tout le monde le fait. Un cap ou pas cap. Voilà. Mais dans votre manière de prononcer, on a l'impression que vous parlez de la revue Raskar Kapak. Voilà, tout à fait, oui. Oui, que je connais. Oui. Je les connais. Très bonne revue. Et par exemple, traverser la maison du caviar à poil. Oui, je sais plus si. Ah oui, ça c'est dans Un barrage contre l'Atlantique. Je raconte des tas de choses. Je sais plus si c'est vrai ou faux. Mais c'est vrai qu'on se lançait des défis. Elle faisait l'amour comme si c'était la dernière fois. Voilà. Sans commentaire. Et vous voulez organiser un plan A3 à Cannes avec Laura et Ludivine Sagné. Sagné, oui. Oui, enfin ça c'est surtout moi qui ai conçu ce projet tout seul, sans en parler à personne, et ça a été un désastre complet. Oui. Je pense qu'en fait, en règle générale, d'ailleurs, je crois que c'est mieux de demander l'avis et la permission des gens quand on a ce genre d'idées. Alors, juridiquement, c'est mieux. Oui. D'ailleurs, est-ce que ce qui a inspiré votre livre suivant, c'est pas que vous étiez une star en Russie, le chouchou des oligarques, vous étiez invité dans des datchas J'ai jamais compris pourquoi, à un moment, 99 francs est devenu un grand best-seller en Russie, mais pas seulement en Russie, dans tous les pays de l'Est. Et du coup, j'ai passé quelques années à voyager très agréablement dans ces contrées, été comme hiver. Ce qu'il y avait de mieux dans Au secours, pardon, c'était votre barbe. Mais c'était bien. C'est une... oui, l'époque de la... Comment ils appellent ça, les années zéro, en fait, après la chute du mur de Berlin, pendant une décennie et demie, ça a été inouï. Et c'était bien avant que Poutine resserre la vis et que ça redevienne un pays totalitaire. Il y a eu un moment de libération complètement dingue à Moscou, à Saint-Pétersbourg. Et c'est arrivé ensuite en Chine. Et le même phénomène se produit en Chine actuellement, c'est-à-dire le serrage de vis. Mais il y a eu
Ouais. Il y a eu une décennie à Shanghai où c'était l'endroit le plus festif du monde. Ben, Tadei m'a raconté ça et que les anciennes trucs du Parti communiste en Russie devenaient des boîtes de nuit géantes où il y avait de la cocaïne partout à l'air libre, que les gens du coup devenaient complètement fous. Quoi. J'étais une fois dans une boîte de nuit à Shanghai, au sommet d'un immeuble, avec un aquarium géant et des requins dedans. Et à 1h du matin, pour distraire les clients chinois, ils jetaient des nains dans l'aquarium. Et les nains faisaient « Non, non, au secours !» Et les requins essayaient de manger les nains. Et c'était la distraction des Chinois, de regarder ce spectacle. Oui. C'est génial. Authentique. Hein. Et est-ce que c'était la même époque où vous étiez à Cannes avec Lindsay Lohan, qui sortait des toilettes, heurtait un fauteuil et s'était mise à genoux. Pardonnez-moi, monsieur le fauteuil. Oui. Et après, une longue conversation avec le fauteuil. Ah oui. C'est la nouvelle Francis Ponge, en fait. Mais c'est une poétesse. Voilà. Oui. 31 janvier 2008, je venais d'apprendre... Il y a des drames dans le public. Oui, il y a des gens qui réagissent dans le public, ils disent « Oh non Freddy, tu vas pas recommencer. Tu vas pas... Non. Ah non 31 janvier 2008, je venais d'apprendre que mon frère était nommé chevalier de la Légion d'honneur quand ma garde à vue commença. Oui, je suis arrêté devant le baron pour consommation de produits stupéfiants sur la voie publique. Erreur à ne pas faire, je vous le déconseille. C'était une Chrysler, parce que vous dites que c'était une Chrysler, alors que Simon Liberati m'a dit que vous étiez complètement fou. Hein. Ah oui, Il m'a dit que c'était une Fiat Panda. Hein. Ah bon. Ah oui. Bon, peut-être que j'ai enjolivé les choses. Mais en tout cas, c'était un très beau capot, très lisse, scintillant dans la nuit. Une nuit de pleine lune. D'ailleurs, le flic qui vous a arrêté était un fan de Marc-Édouard Nab. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Je ne savais pas. Il l'a balancé. Et vous vous retrouvez en garde à vue. Vous dites qu'il y avait une odeur de sueur, de vomi et de bœuf carotte mal réchauffé au micro-ondes. Oui, parce qu'on sert. C'est d'ailleurs le surnom des policiers autrefois, c'était les bœufs carottes, parce qu'on sert toujours ce plat dans des barquettes, un peu comme c'est la même cuisine que dans les avions. Il y avait un schizophrène pétomane. Oui, j'ai Roland le péteur. Oui, j'ai oublié. Oui, non, ça. Mais si c'est dans mon livre, c'est que c'est vrai. Et alors, il y a un endroit génial, c'est quand le flic vous demande « Mais pourquoi vous droguez-vous » Et là vous... Mais c'est une conversation authentique, là, pour le coup, qu'on a eue, et où je trouve que ce qu'il y a d'intéressant, et c'est-à-dire ce que je préfère dans les romans en général, c'est quand on peut être d'accord avec deux personnes qui ne sont pas d'accord entre elles. Et je trouve que ce que dit le policier, ce qu'il m'a dit cette nuit-là, est tout à fait intelligent. Et moi, j'ai des arguments un peu de nyctalope, qui sont des arguments qu'on compte depuis Baudelaire, tous les partisans de la toxicomanie. Et puis, le policier, il dit des choses de bon sens. Et on en arrive d'ailleurs à la conclusion que l'État est paternaliste et qu'on avance vers un hygiénisme à force de vouloir protéger les gens contre eux-mêmes. Et c'est exactement ce qui est arrivé dans les années suivantes et qu'on a vécu depuis 2 ans. Vous étiez prophète, en fait. Ben, je pense Jean-Claude Marin était le procureur. À partir du moment où la justice et l'État décident de protéger les gens contre la drogue parce que c'est mauvais pour leur santé, eh ben on en arrive à, plus tard, tout fermer parce qu'il y a un virus chinois, et puis on verra ce qui va se passer dans les années à venir. Mais c'est un mouvement qui est le même, c'est la même démarche. Vous coûtez trop cher à la sécurité sociale, il faut absolument qu'on vous foute en prison. Tout à fait. Et vous coûtez cher à la sécurité. Avec votre santé, vous nous avez ruinés. Alors, d'ailleurs, c'est très drôle parce que vous faites un test urinaire à l'Hôtel Dieu. Et là, vous avez à côté de vous un dealer qui vous donne sa carte de visite et qui vous dit « Attends, j'ai de la coke bio !» Oui. Ah ben, c'est sûr que la prison est un endroit où on a beaucoup de bonnes adresses. Pour ça, c'est un échec. C'est un échec. On enferme les gens ensemble, évidemment, et ça crée des réseaux. Comme disait Jean Edernalier, la prison, c'est bien, la prison, c'est la santé. Ouais. Bon, oui. Il a fait mieux aussi. Oui, il a fait mieux. Ça, c'était... Et vous êtes déféré au dépôt. Vous dites que c'était un endroit glacial, gluant, suintant, alors que Simon Liberati m'a dit que c'était un endroit très sympathique et très beau, moderne. Hein, donc, décidément, vous n'avez pas vécu le même chose. Non, c'est vrai. C'est un des deux ment. Non, mais je pense que
quand, par exemple, il y a un drame, un meurtre, et que vous interrogez tous les témoins, chaque témoin raconte une histoire différente. C'est normal. Peut-être que lui, il a passé une excellente soirée, moi pas. J'ai pas aimé. Je crois que aussi j'ai un problème vraiment de claustrophobie et que lui non. Lui, Non, lui, il est assez serein. Je me souviens très bien qu'on était ensemble dans un moment dans le placard pendant 2 heures et que moi j'avais envie de tambouriner à la porte, au secours, faites-moi sortir de là. Et puis Simon était tout à fait serein, calme, Ouais. détendu. Et là, pour ne pas devenir fou, vous dites, je vais me souvenir de mon enfance. Et là, vous voyez que vous ne vous souvenez de rien. Oui, j'avais envie de soigner cette amnésie. Et puis, je pense que la garde à vue est un truc bien fichu dans ce sens-là, parce que ça sert à ça, en fait, puisqu'on vous enlève, vous n'avez pas de livre, pas de distraction, vous n'avez même pas de montre. Donc, c'est un lieu vraiment d'ennui, et je faisais l'éloge de l'ennui tout à l'heure, comme source d'inspiration. Bah oui, la garde à vue et en général l'enfermement, ça inspire. Oui. Et souvent aussi, on fait ça parce que ça inspire les gens après pour dire la vérité. Car Pour ça parler. fait 4 jours Oui. que j'ai pas parlé, enfin je vais Oui. tout lui dire. Oui, c'est vrai. Mais c'est aussi une forme de torture. C'est aussi une forme de torture parce que le temps est très long et c'est très angoissant et on se demande qu'est-ce qui va se passer. Donc c'est aussi un moyen d'obtenir des aveux par. Et est-ce que c'est par vrai la que, voilà, claustrophobie. et est-ce que c'est vrai qu'il y avait eu 2 versions dans un roman français dont la première a été censurée à cause du procureur? Alors, c'est pas complètement ça, mais il y a eu des pressions. Quand j'ai remis le manuscrit à mon éditeur, je ne sais pas comment. Enfin, c'est plutôt l'avocat des éditions Grasset qui s'est dit on ne peut pas nommément critiquer un magistrat parce que ça s'appelle un outrage à magistrat et que c'est quelque chose qui est très. Voilà, qui est répréhensible. Donc, l'avocat avait demandé qu'on retirera quelques passages. Et finalement, je crois qu'il y a encore son nom dans le livre. Oui, il y a Jean-Claude Marin, tout à fait, oui. le procureur. Alors, premier bilan après l'Apocalypse. Ça, c'est très drôle car vous expliquez, vous faites vos 100 romans préférés. Alors là, il y a tous les copains, Eric Nehoff, Yves Adrien, Patrick Besson, voilà. Et vous expliquez comment vous avez sélectionné les livres. En 10 points. Alors, on pourrait vous le faire passer. On va vous le faire passer d'ailleurs. Encore une fois, vous n'allez pas échapper au test. Oui. 1. Tronche de l'auteur. Attitude ou manière de s'habiller. C'est très important. Moi, je pense que il y a dans un livre, il y a le texte et puis il y a l'auteur. On discute depuis des siècles de cette question. Faut-il juger uniquement le texte ou faut-il aussi tenir compte de la biographie de l'auteur, de sa manière de s'habiller, de ses hobbies, de ses défauts, de son physique. Moi, je trouve que ça influe la lecture. Drôlerie, 1 point par éclat de rire. Oui. Vie privée de l'auteur, 1 point s'il suicide est jeune. Oui, Émotion, 1 point par larmes versées. bien sûr. Charme, grâce, mystère, quand tu te dis « Oh là, comme c'est beau !» sans être capable d'exprimer pourquoi. Ça, 1 c'est point. vrai que c'est peut-être le plus C'est intéressant. le plus Le plus ça. fort dans un livre, c'est quand on est incapable d'expliquer pourquoi on l'aime. Oui, tout à fait. Et il y a le 6 aussi qui est pas mal. Présence d'aphorismes qui tuent, de paragraphes que j'ai envie de noter, voire de retenir par cœur. 1 point par citation produisant un effet sur les femmes. Très important, bien sûr. L'efficacité de la littérature peut être jugée dans chaque soirée. Moi, j'ai recopié tout Roland Jacquat. Ça a marché? Non, il m'avait dit comme mes livres se vendent pas, au moins tu seras pas accusé de plagiat. Concision, 1 Oui. point si le livre fait moins de 150 pages, on en a parlé. Snobisme, arrogance, 2 points s'il parle de gens que tu ne connais pas, 3 points si l'action se déroule dans des lieux où il est impossible d'entrer. J'ai un masochisme en tant que lecteur. J'aime bien me sentir snobé par un roman et avoir l'impression d'accéder à un monde que je connais pas. En même temps, vous êtes paradoxal car vous dites que vous aimez bien que ça se passe dans des endroits que vous connaissez, la rue Monsieur le Prince, vous aimez bien retrouver vos... Oui, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui m'échappe quand même. Sinon, je perds toute curiosité. Alors, 9, méchanceté, agacement, colère, éruption spontanée. 1 point si on jette le bouquin par la fenêtre. Et 10, érotisme, sensualité de la prose. 1 point par réaction, 2 points orgasme sans les mains. Oui, alors ça m'est jamais arrivé.
Ah non, pas en lisant Yves Adrien. Yves Adrien, si vous connaissez quelqu'un qui a des orgasmes en lisant Yves Adrien, ça me paraît intéressant. Ouais, ouais. Et alors, Des orgasmes métaphysiques. voilà, alors, voilà. ouais. Pour notre jeune public, Yves Adrien était un critique, et toujours, Oui, de un rock. critique de rock, mais qui avait déclaré être mort en 2001, qui a une tombe aux Seychelles. Mm. Et moi, c'était mon voisin qui est de Bourgogne, que je le Ouais. voyais souvent chez moi. Et à chaque fois qu'il arrivait, il y avait des individus qui arrivaient à la soirée, ils disaient mais qui est ce mec? Je dis ne vous inquiétez pas, c'est un critique musical mort en 2001. Mais c'est vrai que sa principale qualité, c'était d'avoir publié dans des journaux de rock, Mhm. c'est-à-dire des magazines destinés à des apprentis guitaristes boutonneux, des moments de prose poétique, enfin vraiment des poèmes en prose Mhm. sur David Bowie, sur les Stooges. Il arrivait à publier de la poésie dans la presse. C'est quelque chose qui n'est pas arrivé si souvent. Qui avait fait un peu Pacadis. Oui, Mais c'est ouais. vrai. Ouais. Alors maintenant, on va parler du cinéma. L'amour dure 3 ans. Et vous dites l'existence est un plan séquence qui commence à la naissance et finit à la mort. Et ce serait bien qu'à la fin, Dieu dise coupez, allez, on la refait celle-là. C'est vrai que c'est pour ça que j'aime les plans séquences, parce que c'est là où vraiment on a le temps de s'installer, de devenir une caméra. C'est ce que nous sommes tous en fait. Nous sommes une caméra et voilà. Et en fait, en fonction de l'endroit où on va, on filme tout ce qui se passe. Donc, on devrait faire des films uniquement en plan séquence, mais c'est compliqué à organiser. D'ailleurs, les premiers films, on met toujours tout ce qu'on aime. C'est le Oui. premier film, on met tout. Oui, oui, Alors nous, oui. dans le premier film, vous mettez absolument tout ce Oui. que vous aimez. Il y a trop de choses. Il y a trop- Oui, oui. Dans L'amour dure 3 ans, on voit des photos d'écrivains sur les murs tout le temps. J'ai vraiment essayé de mettre des citations partout. Même au début, on voit Charles Bukowski. Au milieu, on voit Paul Nizon, Alain Finkielkraut. Ouais, C'est un film assez bizarre. Bernard Ménez qui aime les jeunes asiatiques. On l'a reçu. Oui, oui. Et vous dites, la trouvaille aussi, c'est Louise Bourgoin. Vous dites que Louise Bourgoin n'est pas une actrice, c'est une sorte d'extraterrestre qui dessine des orgies de lesbiennes. C'est la réalité. Ouais, c'est ça. Une très bonne dessinatrice. Ouais. Je ne sais pas si elle fait toujours ces petits croquis, mais elle dessinait des ribambelles de femmes nues, Hum. reliées entre elles. C'était assez joli. Et alors vous dites, pour durer plus de 3 ans, il faut avoir un enfant, être échangiste ou être homosexuel. Vous avez pris quelle technique? J'ai des enfants. Voilà, c'est ça. Mais oui, ou alors je dis aussi qu'au bout de 3 ans, un couple doit se suicider. Ça, je ne l'ai pas fait. Oui. Vous dites qu'il faudrait un CDD de l'amour. Il faudrait commencer et dire, voilà, ça va durer 3 ans, 2 ans. Oui, ou un bail renouvelable. Hum. C'est-à-dire qu'on retournerait devant le maire tous les 3 ans et il dirait, alors est-ce que vous voulez continuer à être avec cette personne, oui ou non? Peut-être ce serait sain. Ça créerait une sorte d'émulation dans les couples. Il faudrait quand même pas être trop minable. On pourrait pas être en pyjama toute la journée. D'ailleurs, on peut voir votre vie sentimentale par les dédicaces des livres. Chaque livre est à une femme différente. Il y a une évolution. Là, ça ne bouge plus, Non, bizarrement. ça s'est calmé. Ça s'est y a calmé, plus, oui. Ça doit être l'âge. Voilà, c'est ça. Et vous dites, vous n'aimez que les chieuses. J'aime la vie. J'aime la vie. J'aime qu'il se passe des choses. Oui. Peut-être suis-je homosexuel parce que Baudelaire dit qu'aimer les femmes intelligentes est un plaisir de pédéraste. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours été séduit par les femmes non seulement intelligentes, mais drôles. Vous êtes hétéro refoulé. Oui, oui, je crois, oui. Non, mais c'est vrai que j'avais, ou comme dit Jean d'Ormesson, je suis un homosexuel d'honneur, comme Voilà. un président d'honneur qui sert à rien. Donc, je serais peut-être un homosexuel d'honneur. J'ai beaucoup d'amis qui le sont, et puis moi, je suis là par sympathie, quoi. Alors justement, ça a été une aventure extraordinaire. Le mammifère viril et romantique, obsédé par les femmes et ami des gays, insupportable et sexy, luxueux et paysan, festif et littéraire, c'est à lui que ce magazine est dédié. Vous reprenez en 2013 lui. Ouais. Alors, mais ça c'était quasiment un acte politique, de militantisme. Bien sûr, oui, c'était assez joli. Je suis assez fier de ce qu'on a fait. Mais là encore, de même que l'amour dure 3 ans, c'est une épopée qui a duré 3 ans. C'est parce que vous n'étiez pas payé, non? Le fur payé. À un moment, je me suis éloigné. Je suis parti vivre dans le sud-ouest. Mais alors, il y avait des choses extraordinaires. Il y avait Nicolas Ray qui célébrait les fesses de Najat Vallaud-Belkacem. Oui, je crois qu'il l'avait rencontrée. Je crois qu'il avait pris un taxi avec elle. Il était assez troublé. Il y a Kate Moss que vous avez tapé pendant un shooting.
Ah oui, mais je faisais souvent ça, elle est assez violente. Ah oui, d'accord. Oui. Et elle chante Sympathy for the Devil. Mais c'est-à-dire qu'en fait, c'était une soirée où elle passait toujours la même chanson. Ouais. Sympathy for the Devil, une Oui, fois, c'est- deux fois, et au bout de la cinquième, j'ai dit Bon, peut-être c'est que tu pourrais mettre un autre morceau. Et c'est Mais là, Love Me, Love là Me. où elle m'a immédiatement donné un coup de poing dans la gueule. Oui. Bon, c'est vrai que j'avais tort, parce que c'est quand même la meilleure chanson des Rolling Stones. Et ça c'est génial, il y avait la fille de Dominique de Villepin qui vous dit qu'elle vit en communauté avec des artistes qui se jettent de la nourriture sur le corps. Oui. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, Oui. mais à l'époque, elle habitait à New York avec des disciples d'Andy Warhol, quoi. Mais vous avez quand même réussi à mettre à poil toutes les actrices françaises, alors que Tadei, qui vous a succédé, n'en a mis aucune à poil. L'époque avait changé. 2 mois après. Lui, Non, mais alors c'est je vrai. lui ai posé la même question, il m'a dit c'est parce qu'avec Frédéric, nous n'avons pas la même conception de la sexualité. Ah oui, il aime mieux les vêtements Voilà. plutôt que la nudité. Mais je comprends, c'est un homme de goût. Il a raison, il aime le mystère. D'ailleurs, vous avez signé le manifeste des 343 salauds. Oui, bien sûr. Oui. Oui. Oui, bah, je pense. Touche que pas à ma pute, ça s'appelait. l'idée de vouloir abolir la prostitution me paraît une idée. Oui, mais toujours Absurde. hygiéniste en fait. C'est Oui, le même. oui. Oui, c'est la même démarche un peu. Les ouais, c'est démons ça. du bien, c'est. C'est ça. Et puis, moi, je pensais surtout à la misère sexuelle des gens qui n'ont pas trop le choix. Voilà. Il y a quand même des moments merveilleux dans lui. Il y a Paul Vaude qui a failli vous tuer à 300 à l'heure en voiture à Namur. Oui, ah oui, parce que je faisais des entretiens assez arrosés. Oui. Et Benoît tenait absolument à me raccompagner de Namur à Bruxelles pour que j'ai mon train. Et donc, il a conduit assez vite. Et d'ailleurs, on raconte que. On m'a raconté, mais je sais pas si c'est vrai, que quand vous essayez de partir, il s'est roulé par terre en hurlant Ne pars pas, Frédéric. Ça, je pourrais pas confirmer tout ça, mais c'est vrai qu'on a... Enfin, l'entretien était vraiment très, très rock'n'roll. Ouais. Et ça a commencé à midi et ça s'est terminé vers 2h du matin. Ouais, vous avez trouvé pire que vous, là. Ouais. Ouais, là, j'aurais dit- Il y a Nabia qui vous dit qu'elle a des orgasmes en mangeant des ravioles de foie gras. Ah oui, au Grand Véfour. Hmm. Oui. Non, elle disait en fait, quand elle mangeait, parce qu'elle aimait beaucoup la cuisine c'est Guy Martin, je crois. Hmm. Et elle a dit, en mangeant, ah, c'est porno. C'est beau, ça. Ah ouais. Ouais, c'est pas mal comme. D'ailleurs- Mais elle est assez forte. Elle est assez... C'est vous qui disiez dans L'égoïste romantique que le beaufisme est le summum du snobisme. Vous avez écrit cette connerie. Ah oui. Mais je sais pas, mais peut-être à un moment, de toute façon, il y a une rotation dans le snobisme qui fait Hmm. que ce qui est ringard aujourd'hui va devenir à la mode demain. Tout ça, vous verrez qu'un jour cette veste sera à la mode. Je serai peut-être pas encore vivant, comme je vais mourir jeune à cause d'elle. Alors, l'idéal. Oui. D'ailleurs, que vous avez fait 2 films, et le premier film, vous l'avez appelé le meilleur film de Frédéric Becbédé. Est-ce que vous êtes toujours Oui, d'accord? oui, bah, Ah je crois, oui, peut-être. Oui. Vous étiez- Peut-être. Si j'en juge par les rediffusions télé, en tout cas, Vous avez- L'amour dure 3 ans repasse régulièrement et l'idéal était un petit peu occulté. Il y avait des phrases géniales. Il y avait Gaspard Proust qui disait: il y a des gens qui cherchent du pétrole, parfois du travail. Moi, mon boulot, c'est de trouver des visages. Il y avait, je crois que c'était Olivier Broche, non? Oui. Qui disait: se déguiser en Asie, être soumis, se faire fouetter, ça va, on l'a tous fait. Oui, parce qu'il y avait un scandale, une sextape d'une top modèle qui avait fait un petit jeu sexuel bizarre. Et donc, c'était un peu comment on peut dire, l'argument du film, c'était d'essayer d'étouffer cette affaire. Et Donc, pourquoi il a moins bien marché, Lio? on n'en sait rien. Mais Franchement, si le défaut du premier c'est d'avoir tout mis, le défaut du deuxième c'est d'avoir fait pas quoi? assez mis. Bah. Il n'y avait peut-être pas assez. Non, je sais pas. Le premier est plus romantique et l'idéal est plus satirique. Hmm. C'est dans la veine de 99 francs de Yann Kounen. Et sans doute, peut-être qu'il est sorti à un moment où les gens n'avaient pas envie de sarcasme. C'est vrai que c'est très agaçant. C'est un livre, au secours, pardon, et le film, l'idéal, sont pessimistes quand même. Et aussi les sarcasmes c'est pas à la mode. Maintenant il faut être cool, positif. Peut-être gentil, feel good. Feel good. Feel good, voilà. Oui, C'était c'est pas ça. un feel good movie. Ah non, pas du tout. Ouais. Non. Alors que le premier était un faux feel good movie. Oui, parce qu'au fond, c'est assez pessimiste sur l'amour et l'usure du désir et tout ça. Mais le deuxième, la fin est feel good quand même, quand Octave retrouve sa fille qu'il ne connaissait pas. Et il y a un moment où il la sauve, il tombe dans l'eau, il la sauve de la noyade. Il y a des moments assez épiphaniques.
Il y a Jonathan Lambert qui dit « On veut une fille tellement jeune que quand on lui parle 39-45, elle pense taille de chaussures. » Oui, mais non, mais c'est ce que je préfère, moi, au fond, c'est écrire les dialogues. C'est la phase que je préfère. Trouver la structure, les personnages, l'évolution des personnages, l'histoire, c'est trop dur. Mais en revanche, écrire les dialogues, c'est le truc qui me fait le plus Vous êtes marrer. comme Romer, en fait. Ouais. Vous voulez faire des films où il n'y a que des gens qui parlent sans... Oui, Ouais, c'est ça. ouais, c'est vrai. Bah, regardez, c'est ce qu'on fait. Voilà. Là. Ouais. Et alors- On est en train de faire un film de Romer. Tout à fait. Alors, d'ailleurs, vous êtes... Seul écrivain contemporain excité par Cendrillon. Oui, On m'a dit que vous vouliez en parler. C'est vrai, je suis assez content. Je suis assez C'est content pour ça que j'en toi. parle maintenant, c'est parce que très là, ça gentil. vient. Merci Oui. beaucoup, merci Non, beaucoup, mais- ça va m'aider. Je vais m'allonger un peu. Non, parce qu'en fait, ce que je veux dire là-dessus, c'est que Cendrillon, une fois qu'elle est transformée en princesse, est beaucoup moins jolie que quand elle est avec une robe déchirée, les cheveux détachés, et qu'elle est, voilà, elle est complexée. Je trouve que c'est ça qui m'a toujours frappé. Elle est bien mieux avant d'être princesse qu'après. Et alors... Non, j'avais pas de commentaire. Non, mais c'est vrai. j'acquiesce, On est d'accord. Tout à fait. Et alors, sur France Inter, ça on peut en parler 2 minutes, vous aviez fait une chronique qui était prophétique, le contrat de sexe. Vous expliquez que maintenant, dans notre temps d'hygiénisme, de néo-puritanisme, et ça a été appliqué en Finlande. Il y a maintenant des... Ah bon en Finlande, pour coucher, il faut dire on est d'accord, blabla. Bah, ça permettrait d'éviter certains problèmes. Voilà, alors ça, c'était comme ça, votre contrat d'accès. Je sous-signais. Mhm. Accepte en toute liberté, en pleine possession de mes facultés mentales. Un baiser sur la bouche après avoir mangé escargot à l'ail. Pénétration digitale buccale vaginale anale. Masturbation commune devant un film d'auteur privé à Cannes. Oui, oui, on peut, non, mais on peut devant, on peut, oui, ou mettre devant un film de Jacques Audiard, Voilà, oui. par exemple. Devant notre émission, ce qui serait encore plus, Voilà, ça, encore c'est plus des crade. exploits, oui. Un gangbang en gardant ses chaussettes. Oui. Être ficelé comme un saucisson avec une boule dans la bouche, suspendu par les pieds à une chaise rouillée tout en étant fouetté par des orties. Ça, Oui, ça, c'est des problèmes personnels que On met j'expose. ses C'est un névroses peu dans son oui, émission. c'est un petit C'est peu comme dans embarrassant. ses livres. C'est très embarrassant parce qu'on écrit des livres tout seul chez soi, on se rend pas compte qu'un jour quelqu'un va vous ressortir la Ouais. citation en public. C'est embarrassant. mais disons que c'est vrai que si on avait ce contrat de sexe qui était distribué dans les mairies, donc on prendrait le truc, ce serait assez sexy à remplir avec quelqu'un. C'est beaucoup plus sexy que de discuter sur Tinder. Vous voyez. Là, vous allez voir la personne, vous prenez un verre. Bon, alors est-ce que tu es d'accord pour ça? Ça, ah non, ça non. Ça, ouais, mais d'accord. Ça, mais je sais pas. Et cette conversation-là m'intéresse. Et alors maintenant, on va parler. C'est drôle. Vous dites j'ai débuté comme chroniqueur de gauche publié par un éditeur de droite. J'ai fini feuilletoniste de droite sur une radio de gauche. C'est ça. Oui, c'est très bizarre, mais je pense que c'est l'âge. C'est une évolution naturelle. On est révolté à 20 ans et conservateur à 50. C'est logique. Alors d'ailleurs, vous vous demandez. Est-ce que oui, c'est assez amusant. Tous les gens qui autrefois, par Roland Jacquard, qui était très de gauche, ami de Michel Foucault, toute la gauche aujourd'hui, Finkielkraut, est passée Oui. à la nouvelle droite. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de... Mm. Bah oui, BHL, c'est quelqu'un qui aujourd'hui est plutôt, je pense, du côté de la droite. Enfin, j'en sais rien d'ailleurs. C'est Marin de Viry qui m'a dit, je balance, hein, qui m'a dit il faut que tu fasses avouer à Frédéric qu'il est de droite. Un type qui est chroniqueur au Figaro Magazine. c'est pas comme si j'étais undercover. Ouais. Je pense que et puis non, mais en fait, ça dépend des sujets. Mais je pense qu'on peut être. Je crois qu'il ne faut pas être hémiplégique. Oui. Voilà. Ça dépend des sujets. Il y a des sujets où je me sens assez progressiste et d'autres pas du tout, où je suis très réac. Et alors, vous vous demandez à la fin de votre biographie, là, avec Arnaud Le Guen, comment vous allez finir. Vous dites, est-ce que je vais finir encore plus détesté que mon frère, ce qui est compliqué. Je ne sais pas s'il est détesté, je crois pas. Il y a des gens sûrement jaloux. Vous dites, il est médusien. À l'époque, parce qu'il avait Oui, voulu voilà. s'engager en politique, donc il a vite vu.
ce qui se passe quand un homme d'affaires fait de la politique. C'est beaucoup de problèmes. Ouais. Et est-ce que vous aimeriez finir comme Sagan, vieux, malade, ruiné, sans amis, avec une milliardaire lesbienne qui s'occupe de vous? Bien sûr. Voilà, ça, ce serait une belle fin. Ah, oui. Ça serait bien. Foch. Oui. Ouais. Oui, évidemment. Mais bon, je trouve que ça a été souvent la fin des écrivains hédonistes comme ça, jouisseurs. Elle est assez triste. Et ça se termine mal, ça se termine parce que ce sont des cigales. Et donc il faut que j'apprenne à être un peu plus fourmi, parce que j'ai été un petit peu trop dépensier ces dernières décennies. Et c'est vrai qu'il faut que je pense un peu pas qu'à moi, mais aussi à mes proches et tout. La fin de Jean Hederne, aveugle, terrible, sans appart. Il y en a beaucoup comme ça, des écrivains, je ne vais pas les citer, mais il y en a, on en connaît. On en a reçu. Sont des écrivains de vraiment, qui ont été très célèbres, qui ont eu beaucoup de succès et qui ont tout dilapidé et finissent vraiment dans le dénuement. Et je trouve même qu'on devrait avoir des systèmes de sécurité littéraire pour aider les grands auteurs à ne pas finir clochard. La dernière fois que j'ai dîné avec Roland Jacquard, la veille de son suicide, il m'a parlé 2 heures de son compte Instagram et il m'a parlé d'une télé-réalité belge qu'il regardait à la télé. Oui, mais lui, je ne crois pas qu'il avait de soucis financiers. Ah non, ah oui, on est sur les soucis financiers. Oui, non, parce que sinon, il y a aussi mais Jacquard avait aussi une lucidité tellement cruelle qu'elle était exagérée. Bien sûr. Sa vie et c'est presque une façon ironique de finir en parlant de télé-réalité belge quand on a fini. C'est peut-être intéressant aussi d'analyser les émissions de télé-réalité. Enfin, c'est quand même quelque chose. La télé-réalité, c'était finalement la première étape des réseaux sociaux. Il y a eu d'abord, tout le monde a parlé du Love Story et tout ça. C'était un scandale que des gens exhibent leur vie 24 heures sur 24. Puis après, tout le monde l'a fait. Tout le monde s'est mis à faire exactement pareil. Donc la télé-réalité, c'était annonciateur d'un mouvement de société. Et même politique, maintenant les hommes politiques doivent donner tout leur patrimoine. Est-ce qu'ils ont couché 8 fois avec leur femme ou 7 fois avec la précédente? La transparence intégrale, oui. Donc en fait, Loana était une prophète. Ouais. Il faudrait, comme Solaire, savoir écrire la biographie de Kenza du Loft. Oui. Bon, Frédéric Beigbeder, merci beaucoup à tous. Salut et fraternité.